je vous présente la saison 2 du balado Les Foins Finaux, où on parle de plantes fourragères pérennes en 10 épisodes avec des producteurs et des intervenants du milieu. Je me présente, Marie-Pierre Landry, agronome chargée de projet en plantes fourragères pérennes et agriculture régénératrice au CIRC. Aujourd'hui au balado Les Foins Finaux, on jase avec Anouk Caron de Rustique Bison. Rustique Bison, c'est une ferme qui est récemment établie à Saint-Herménégilde, pas très loin d'ici à Quaticook, où on peut voir des bisons au pâturage à l'année. C'est le fun parce qu'elle a une boutique en ligne aussi, quasiment un kiosque libre-service rendu là, pour de la viande de bison, un produit d'une super bonne qualité qui vaut la peine d'être découvert. J'aime beaucoup ça, jaser avec Anouk, elle est ultra dynamique, elle a des bonnes idées, une fille super brillante, qui s'est impliquée beaucoup dans la relève agricole avant d'établir sa ferme. Puis ça me fait plaisir de vous la faire découvrir. Bonne écoute! Salut Anouk! Salut Marie-Pierre! Comment ça va? Ça va bien. Merci d'avoir accepté de participer à la saison 2 des Foins Finaux. Yeah! Anouk, t'es qui? Je suis qui? Donc, je suis une fille de Quaticook. Je viens pas d'une famille agricole, pas du tout. J'ai tombé en agronomie un peu par la force des choses parce que j'aime les animaux, je dirais. Là, c'est comme vraiment ça le chemin parce que je souhaitais être vétérinaire. Puis, comme beaucoup de gens, ça arrive, hein, c'est comme un portrait global qu'on voit revenir une fois de temps en temps. Ben, j'avais pas les notes pour rentrer en médecine vétérinaire. Fait que j'étais allée faire une année en biologie en vie marine à Rimouski. Puis pendant cette année-là, ouais... Excuse-moi, je retiens mon... Mais je trouve que ça te va bien quand même, mais... Ouais, je voulais devenir océanographe. Je voulais étudier les baleines dans le Saint-Laurent. Puis dans le fond, l'année que j'étais là, le fédéral a coupé toutes les subventions en recherche. Puis j'ai eu vraiment de la misère à me trouver un stage pendant l'été. Puis j'ai une amie que j'avais rencontrée au cégep qui rentrait en agronomie qui m'a dit « Hey fille, t'aimerais vraiment ça, l'agronomie? » Puis tu sais, j'avais jamais entendu parler de ça avant. C'est un peu genre inconnu. Puis elle dit « Ouais... tu conseilles le monde sur les fermes, puis tu peux travailler dans les vaches ou... fait que ben oui. Vraiment ça, tu sais. Ouais, puis là, les chevaux aussi, tu sais, j'aime beaucoup les chevaux. Puis là, c'est ça. Mais je me suis retrouvée en agronomie l'année suivante, puis ça a été vraiment un coup de foudre. Puis pendant ma première été, j'ai fait un stage en production à la ferme de la fromagerie de la station. Puis j'ai eu une gang de passionnés. Là. Vincent m'a donné la passion de l'agriculture. Ben oui, il t'a enligné, là, chez nous. Ouais. Fait que j'ai vraiment... La passion a comme partie là. Fait que là, j'ai fini mon bac en agronomie. À la fin de mon bac, je pensais vraiment que la vente, c'était pas pour moi. Fait que j'ai T'avais-tu un préjugé? J'avais vraiment un gros préjugé. Hey, mais avant que tu switches là-dessus, là, ça me fait vraiment rire parce que moi, j'ai une technique en bioéco avant agronomie, parce que c'est ça. Je voulais être en biologie, puis finalement, j'aimais pas tant les gens avec qui j'étudiais, j'avais de la misère à faire des liens, puis je les appelais la clique. Clairement, j'étais pas dans la clique. Ouais. Puis ça me fait rire parce que ma première année d'agronomie, il y avait comme 2-3 personnes dans la technique, puis il était « Ah, je fais juste comme ce cours-là parce que ça m'intéresse. » Puis j'étais comme « Ah, pourquoi tu fais pas le bac? Tu sais, on a des cours de crédité. » Puis là, « Ah, je sais pas trop. » Je suis « Ah, t'aimes pas ça comme travailler? » En voulant dire que, tu sais, en bio, il y avait personne qui travaillait à ce moment-là. Fait que moi, j'étais comme, c'est le meilleur des deux mondes parce que t'es dehors quand il fait beau. Quand il fait pas beau, t'as quand même des belles possibilités de faire du bureau. Puis crime, il y a de la job, là. Oui, puis c'est de la biologie. C'est de la biologie très appliquée. Tu sais, moi, c'est la science, j'adore ça. Fait que, tu sais, là, c'est comme un champ de biologie appliquée. C'est parfait, là. Oui, exact. Ouais. Il y a beaucoup qui se retrouvent comme ça, mais ça me fait vraiment rire ce que tu dis. Bon, exact. Ça me retrouve. Fait que là, finalement, on veut pas être vendeuse en sortant de l'université. Ouais, fait que là, je décide de m'en aller en recherche. Fait que j'ai fait une maîtrise en recherche. J'ai travaillé sur la production laitière chez la truie. Donc, les truies font plus de porcelets, ils faisaient pas plus de lait. Fait qu'on a travaillé sur des façons de faire plus de lait aux truies. Ça n'a vraiment pas marché, le protocole, mais c'est pas grave, c'est la science. T'as essayé de quoi? Temps, ça marche pas, essayez-les pas. Ça marche pas. Après ça, j'ai longtemps pensé peut-être faire le doctorat. J'aimais vraiment la recherche, sauf que je m'ennuyais du terrain puis du pratique. Ouais. Puis je m'ennuyais du monde agricole aussi. Mm-hmm. Fait qu'on était comme un petit peu déconnectés en recherche. Fait que je suis décidée de retourner sur le terrain, puis je suis devenue une vendeuse. Vendeuse. Je le dis tout le temps un peu à la joke, mais c'est ça. Dans le fond, je suis devenue experte conseil en végétal. Fait que j'ai vraiment tout le temps étudié en animal, puis là, je suis tombée sur le terrain vraiment dans le végétal parce que j'aime pas la routine. Tous les mois, on fait jamais la même chose. L'été, on est vraiment plus sur le terrain. L'hiver, on est plus dans le bureau. Mm-hmm. C'est vraiment un rythme qui m'allait. Puis finalement, j'ai vraiment trouvé
j'ai trouvé mon X, parce que je suis bien puis j'aime ça. Je trouvais qu'en finissant de l'école, on dirait que ça fait quand même, tu sais, représentant dans le végétal, ça fait quand même un beau parallèle avec les années scolaires, là, dans le sens que, tu sais, quand tu commences une année scolaire, il y a le début de l'année, puis là, à la fin de l'année, on efface puis on recommence. Puis je trouve que dans le végétal, c'est un peu ça. Tu travailles comme pour le printemps, puis là, une fois que tout est récolté, on efface, on recommence. Tu sais, fait qu'il y a comme une espèce de cycle là-dessus que... En tout cas, moi, je trouvais que c'était facile de transférer vers ce rythme de travail-là, là, que... Tu sais, quelqu'un qui ça serait en continu ou des cycles plus courts, là, je trouvais que ça ressemblait à ce que je connaissais, là. Oui, puis moi, j'aime le fait qu'il y a un rush, puis après que ça retombe mollo, il y a un rush, ça retombe mollo. Tu sais, c'est un rythme, ça fait pas tout le monde, mais moi, c'est quelque chose qui me convenait. C'est comme dans la société, c'est pas super... c'est pas que c'est pas bienvenu, mais tu sais, quelqu'un de travaillant, c'est quelqu'un qui est comme qui a un effort continu, puis toujours en augmentation. Puis tu sais, on dirait qu'on enseigne ça beaucoup. Puis moi, ça marchait pas pantoute avec moi non plus. Là, c'est ça, c'est très hype. Là, c'est parce qu'on n'est pas des marathoniennes, non! On est des sprinteuses. Moi, je suis très sprinteuse, tout comme toi, je pense, ouais. C'est ça. Ça fit bien. Ouais. Ah, c'est cool. Puis là, dans les dernières années, il y a un nouveau projet qui fait que... C'est pour ça que je t'ai invitée. C'est plate que tu travailles à Coop, là, mais c'est pas pour ça que je t'ai invitée. Non, c'est exactement. Pendant mon bac en agronomie, j'ai visité une ferme de bisons avec le club de zootechnie. Fait que, puis pour moi, ça a été vraiment un coup de foudre, j'ai vraiment trippé. C'était encore une affaire de passion. Tu sais, tantôt, je parlais de la passion. Ben, ce monsieur-là était vraiment passionné, puis moi, ça m'a vraiment accroché. Ça a été vraiment un coup de cœur, là. Genre, les bisons, c'était full rustique, c'était genre full majestueux, puis c'était tranquille, puis c'était fort, puis genre, moi, ça m'a vraiment, genre, c'est ça, ça m'a vraiment flashé. La viande était bonne, puis je trouve que ça se rapprochait beaucoup de, tu sais, en agronomie, j'ai comme souvent eu des questions éthiques de me dire, tu sais, manger de la viande, c'est-tu correct? Ouais. On a quand même un peu ça. Puis nous, on est une famille de chasseurs. On aime la viande qui est comme éthiquement élevée. Fait que tout ça, il y avait comme une espèce d'enjeu de valeur de genre que je voulais rejoindre. Puis là, avec le bison, j'étais capable d'élever une viande plus tranquillement, un petit peu plus à l'herbe, ce que je souhaitais. Puis un peu que le bien-être était respecté. Puis d'avoir une viande qui était maigre puis qui était bonne pour la santé. Un peu comme on retrouve dans la viande sauvage. Fait que tout ça mis ensemble, mais ça m'a vraiment orientée vers le bison. Puis une fois que j'ai eu visité, puis tu sais, j'ai comme cheminé longtemps, c'est l'animal que je me suis dit, moi, un jour, je vais élever du bison. Fait que ça a cheminé. Dans le fond, ça va faire 2 ans. Ça fait peut-être 10 ans, maintenant que j'ai visité la ferme. Ça l'a cheminé. J'ai commencé mon plan d'affaires, ça va faire 4 ans. Puis il y a 2 ans, on a eu le financement a été accepté. Fait qu'on a commencé les travaux. Puis les animaux sont arrivés au mois de juillet l'année passée. Fait que ça va faire déjà 1 an et demi qu'on a les animaux. Il y a eu beaucoup de clôtures avant ça, là, parce que les bisons, c'est vraiment agile, ça saute, c'est fort, ça défonce des clôtures. Fait qu'on a travaillé vraiment fort avant le mois de juillet pour arriver puis que les animaux arrivent. Puis on a commencé la mise en marché de notre viande au mois de décembre, il y a déjà 1 an. Donc ça l'a cheminé tranquillement. Puis c'est comme tout... c'est ça, avec un recul, ça a été vraiment un gros rush, mais ça valait vraiment la peine. Puis tu sais, quand on est dans un projet de même, là, c'est le fun, là, c'est genre full dans l'action, puis c'est full du positif aussi, fait que... C'est super valorisant, puis tu sais, de travailler vers ton but, puis que tu coches des cases à chaque fois, ça fait oublier un petit peu tous les efforts que tu mets, veux pas, là. Oui, puis la fatigue. Oui, exact, tu t'endures un peu plus. Exact. Parce que là, en plus de travailler pour les bisons, mais c'est toujours ça, là, on est en démarrage dans un élevage qui est un peu marginal, fait que financièrement, c'est pas facile, fait qu'on n'a pas eu le choix, moi et mon conjoint, garder nos jobs à temps plein. Fait que, on faisait ça de soir et de fin de semaine. Là. La clôture, c'était... Avec vos amis, votre famille, puis toutes les gens on s'entend qu'il y a des sacrifices à faire. Oui. Genre, les amis, s'ils voulaient nous voir, ils venaient ramasser la roche. Oui. Toi, viens me voir. Ils venaient faire de la clôture, mettre des crampes, mettre des isolateurs, voilà. Oui. Non, ça prend ça parce que, tu sais, ça prend un village pour élever des enfants, mais pour partir une entreprise aussi, là, surtout en agroalimentaire, admettons. Là. Oui, exact. Ouais. Ah, c'est cool. Fait que là, Rustique Bison, maintenant, c'est quelle ampleur ça a? Donc, Rustique Bison, là, on a à peu près un 23 acres en pâturage seulement. Fait que le pâturage est utilisé pour l'été. Pendant l'hiver, on nourrit au foin. Fait qu'on achète notre foin d'un producteur de la région. Puis on a environ 10... Mais là, on est rendu à 11 femelles reproductrices. On a un mâle reproducteur. Fait que c'est quand même un petit troupeau. On a eu au printemps passé 8 veaux. Puis on a acheté la première année 10 mâles prêts à abattre. Fait que c'est des mâles d'entre 2 et 3 ans. Puis on les a abattus pendant déjà... Ça fait 1 an. Fait qu'on a déjà abattu nos 10 premiers mâles. Ça, c'était le scénario optimiste parce qu'en réalité, on s'attendait d'en abattre peut-être juste 5 parce qu'on savait pas la demande qu'on aurait en achat de viande.
Puis ça l'a vraiment bien été. Fait que là, on a dû en racheter 10 autres mâles prêts à abattre cet été, ce qui est vraiment inespéré. Là, on vient de commencer à les abattre un petit peu avant Noël. On continue ça cet été pour commencer à mettre en marché nos veaux à partir de l'automne prochain. Wow! Fait que c'est très excitant. Fait que là, on a à peu près un 25 têtes comme troupeau. Puis c'est quoi, mettons, les objectifs moyen long terme? Pour le moment, c'est d'être capable de rentabiliser puis de prouver à nos partenaires créanciers, à nos créanciers qu'on est capable de faire les revenus qu'on avait prévus. Ah, c'est cool. Fait que c'est ça l'objectif à très court terme. À moyen terme, c'est une fois qu'on va avoir prouvé, on a fait nos preuves. Parce que j'avais quand même des ambitions, là, les gens qui ont décidé de nous prêter, les institutions financières qui nous ont prêté ont cru parce que je n'étais pas du tout dans les gabarits financiers normaux d'une production de bison. Puis tu sais, c'est un petit peu archaïque, là, c'est des chiffres qui dataient de 2013. Fait qu'il a fallu que je réinvente tout, là. J'ai fait mes états financiers. J'ai quelqu'un qui m'a aidé, un conseiller en gestion ou... c'est un agroéconomiste, oui. J'allais dire un agrofinancier, c'est pas ça. C'est pas ça le mot. Un agroéconomiste qui m'a aidé à faire le premier plan brouillon de plan financier. Puis après ça, on a retravaillé pour fignoler la chose. Fait que, puis là, c'est de prouver qu'on est capable de faire ça pour un jour être capable d'agrandir l'entreprise. Mm-hmm. Parce qu'à terme, ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir environ 80 à 100 bisons. T'sais, pour le moment aussi, Rustique Bison, c'est seulement moi la propriétaire. Mais éventuellement, mon conjoint aimerait s'embarquer. Il a donné beaucoup du sien aussi. Fait que, éventuellement, on va vouloir l'incorporer, mais qu'on achète une terre. Parce que pour le moment, on est juste locataire. Mm-hmm. Il y a aussi ce point-là, qu'on est locataire avec un bon bail notarié, et etc. Là, ce que je recommande à tout le monde qui fait des gros investissements sur une terre. Puis c'est ça. Fait que là, tranquillement, on cherche une terre pour pouvoir grossir le troupeau. Pour la V2. Oui. Ah, c'est cool. C'est quoi... l'importance des plantes fourragères dans une production de bison? Un bison, ça mange n'importe quoi. Tu sais, c'est pas un animal qui est très difficile, puis il va s'adapter. Tu sais, c'est un animal qui est quand même assez sauvage, fait qu'il va s'adapter un peu comme un chevreuil, il va s'adapter à qu'est-ce qu'il y a de disponible à manger. Mais comme n'importe quel animal, meilleur que la qualité elle est, meilleur qu'il va rendre en performance aussi. Mm-hmm. Fait que notre but, c'est quand même éventuellement d'être capable d'être au moins rentable et si pas de faire un petit peu d'argent, comme tout le monde. Donc, d'avoir des plantes fourragères bien établies, bien nourries aussi, avec un bon système qui fonctionne, qui est résilient, bien, ça va nous permettre de faire de la viande avec nos bisons. Puis, tu sais, les plantes fourragères, c'est la base parce que nos animaux, ils mangent juste ça. Fait qu'autant que ce soit l'été dans notre pâturage, faut que notre système soit bon parce qu'ils mangent juste ça, on ne donne aucun autre. T'sais, on a du minéral, des vitamines en poudre là, qu'on donne dans une tube qui ont accès à volonté, mais ils mangent juste de l'herbe, autant nos veaux que nos adultes. Fait qu'il faut que ça fonctionne. Puis il faut pas qu'il en manque, là, parce que c'est là que tu brises les clôtures. Oui, qui brise les clôtures, puis c'est là que ça coûte très cher aussi. Là, s'il faudrait sortir tout le temps le tracteur pour aller nourrir, on le fait l'hiver, puis on le fait de la façon la plus efficace possible. Fait que c'est ça. Puis l'hiver, ben c'est la même chose. Là, on vise un foin, comme c'est de la luzerne mie qu'on donne, mais on pourrait donner du trèfle mie aussi. On vise un minimum de 15% de protéines. Les bisons, ils ont vraiment un métabolisme spécial parce qu'ils ralentissent leur métabolisme pendant l'hiver. Fait qu'ils tombent plus au ralenti. Ils ont moins de gains de croissance, mais il faut quand même un bon foin pour être capable de succomber à de supporter leurs besoins. Ben oui. Fait que pour pas de nous mouler, parce que c'est notre objectif quand même. Puis, comment est-ce que tu te valides sur, justement, comme les besoins, puis, tu sais, les cotes de chair, ça, tu sais, entre toi et moi, il n'y a pas d'information pour toi, il n'y a pas de mentor qui peut te supporter là-dedans, puis te coacher dans les cotes de chair, des pesées, ça reste des animaux pas si faciles que ça à manipuler. Ouais. Bien, on pèse les animaux quand même parce que toutes les fois qu'on envoie des animaux à l'abattoir, fait que ça veut dire à peu près aux 2 mois, on pèse des animaux. Fait qu'on est capable de cibler les animaux qui perdent du poids. Mm-hmm. Tu sais, puis là, c'est des animaux qui sont plus sensibles aux parasites. Fait que ça aussi, on est en pâturage intensif, il faut vraiment en tenir compte. On a commencé à faire des cropologies, c'est pas très concluant, tu sais. En tout cas, il va falloir, on a décidé de vermifuger. Dans le fond, dès qu'on voit que certains adultes perdre du poids, on vermifuge. À l'automne, on a décidé de vermifuger de facto tout le monde. Le temps qu'on se bâtisse des connaissances pour être capable. Il y a des connaissances dans l'Ouest. Fait que, il y a des vétérinaires qui sont vraiment qui sont habitués, qui sont spécialisés dans le bison. Mais ces connaissances-là, c'est difficile de les avoir ici. On peut toujours les rejoindre puis demander de l'information, mais c'est ça. Fait qu'il y a un peu de notre intuition, ça ressemble quand même au bovin. Fait que, on peut, avec nos yeux, on le voit aussi quand les animaux ils perdent du poids, on peut voir, on commence à voir les côtes. C'est le même principe que dans le bovin. Là. Fait que, mais quand même. Ouais.
c'est sûr qu'on se passe, là, on a nos pesées, on a la cote de chair qu'on voit. Puis, c'est ça. Si on aurait besoin de donner de la moulée, on y penserait, mais on peut aller donner du meilleur foin avant de dire qu'on donne de la moulée aussi. Il y a des choses. Il y a quand même une couple de places que tu peux intervenir. Exact. C'est quoi que tu recherches dans ton pâturage? C'est quoi en ce moment qui te rend fier quand tu dis « Hey, ça, c'est vraiment de la belle herbe, admettons. » C'est quoi tes critères? On n'en manque pas! On n'en manque pas! Ouais, c'est bon, ouais. ça. J'ai hâte de voir, tu sais, là, ça va faire comme 2 ans qu'on est établi, puis on a eu 2 années qui étaient quand même mouilleuses. Ouais. Fait qu'honnêtement, au niveau du rendement, ça a vraiment très bien été, puis au niveau de la qualité aussi. La première année, c'était l'année 2024, 2023, pardon, puis il a vraiment beaucoup mouillé. Puis là, on rentrait des animaux dans une prairie fraîchement implantée. Ouais. On était stressant, là, comment ça allait se passer. Mais ça l'a vraiment... On a été vraiment étonnés, là, honnêtement, pour faire confiance. Puis, tu sais, faut se faire confiance à nous aussi parce qu'on est là puis on voit qu'est-ce qui se passe dans le terrain. Quand il mouillait vraiment beaucoup, on changeait les animaux plus rapidement pour éviter le piétinement. Fait que, tu sais, on a vraiment géré ça aussi, tu sais, dans le plan de pâturage recommandé. C'était supposé passer 3 jours par parcelle pour avoir notre repos de 21 jours, mais on ne l'a pas toujours fait pour certaines conditions très mouillées qu'on a décidé de passer plus rapidement pour éviter le piétinement, fait qu'on en venait plus rapide. Mais il n'y a rien qu'on regrette là-dedans. Tu sais, entre toi et moi, s'ils mouillent à Sio depuis 3 jours, comme les bouses, ils se sont quand même pas mal lavés. Là. Fait que, tu sais, en termes de parasites, à un moment donné, il faut aussi en prendre puis en laisser. Là. Je pense qu'il y a des conditions normales, puis tu fais avec ce que tu as. Là. À un moment donné, c'est-tu mieux? Ah, faut vraiment que je respecte mon 21 jours ou ouais, je suis en train de tout scraper mes parcelles l'une après l'autre. Que je viens d'implanter, puis ça m'a coûté plusieurs milliers de dollars. Oui! Comme ça aussi. Exact. Puis dans notre choix de mélange qu'on a fait, je pense que ça nous a aidé parce qu'on a utilisé le Festiolium de type Régras en plante-abri, qui s'est vraiment établi rapidement pour nous supporter justement le piétinement, puis ça nous a vraiment donné un coup de main. Le choix de nos plantes fourragères, il était bon. C'est vraiment, ça fait toute la différence quand tu vois que la couenne se construit rapidement. Là, ça va vraiment changer, surtout une année mouilleuse. Là, c'est sûr que tu l'as vu. C'est pas à négliger. Puis, souvent, on oublie que de la biodiversité, il y en a en surface, mais il y en a dans le sol aussi. Puis ça passe aussi par les types de racines différents qu'on va mettre, puis essayer de l'habiter le plus possible, encore plus quand tu mets des animaux. Oui, exact. Puis je te dirais un autre bon coup, c'est qu'on a choisi de mettre beaucoup de graminées, entre autres parce qu'on a eu la subvention de l'association des plantes fourragères. Le Fonds d'action à la ferme pour le climat. Exactement. Ça, c'est le nom du programme. Ouais. Puis dans le fond, c'est ça, on recommandait surtout des graminées, puis j'ai aucun regret parce que si on avait mis plus de légumineuses, ça aurait été trop pour les animaux de toute façon. Ouais. On a déjà tendance à avoir un petit peu des fumiers liquides à certains stades durant l'été, fait que j'aurais pas vu d'avoir plus de trèfle. Imagine, c'est ça. C'est juste trop. Puis c'est ça, mais d'avoir vraiment mis beaucoup de graminées, puis tu sais, c'est pour la structure aussi, les graminées, puis le rendement, on est là. Tu sais, en pâturage, c'est tellement des bons outils, puis de la part de légumineuses, tu sais, le programme Fonds d'action à la ferme pour le climat, il voulait surtout rénover des vieux pâturages 100% graminées puis d'ajouter des légumineuses, mais ce qui faisait que leur optimal restait quand même à 30% de légumineuses. Fait que de le semer à ce pourcentage-là, admettons, autour de ça, c'était quand même, tu sais, c'est un choix intelligent qui t'apporte, oui, les bénéfices de la légumineuse puis une belle qualité, mais encore là, une belle diversité en termes de graminées puis d'un potentiel aussi de plusieurs passages dans l'année puis de justement habiter le sol de plein de façons. Oui, puis en ayant plusieurs graminées comme ça, on a le dactyle qui est là très tôt, fait qu'on commence notre saison de pâturage très tôt avec genre vraiment du bon volume, de la bonne qualité. Puis après ça, on enchaîne, tu sais, puis on a un mélange qui est comme résilient. Si on aurait de la sécheresse avec la fétuque, on est là, tu sais, puis il y a comme, c'est ça, tout se tient, puis cette résilience-là, tu sais, on a eu 2 années qui étaient quand même avec des bonnes précipitations, fait que ça va, mais je le sais que dans les prochaines années, on va avoir de la sécheresse, puis d'être capable de passer au travers de ces sécheresses-là, ça va être vraiment un gros combat, mettons, en pâturage. Parce que notre objectif, ça va être quand même de ne pas venir nourrir. Fait qu'il va falloir bien gérer nos affaires pour que ça fonctionne. Oui. Est-ce que tu as eu à modifier tes grandeurs de parcelles, enlever des sections, ces choses-là? Tu sais, parce que, je veux pas, quand tu as dessiné les parcelles au départ, c'était avec des valeurs ultra théoriques, puis c'était dans le... Tu sais, on a essayé d'avoir assez de parcelles pour faire le 21 jours, mais est-ce que... comment tu gères? Qu'est-ce qui reste dans le champ? J'en manque-tu? Je laisse-tu là une autre journée? C'est quoi ta stratégie à ce niveau-là? Si c'était à recommencer, je pense que je rajouterais une parcelle de plus.
pour nous donner du lousse, justement. Tu sais, parce qu'au printemps, ça va, c'est l'abondance. Mais quand on arrive au mois de de fin juillet, début août, là, c'est là qu'on a comme une période de ça tout ralentit. Break, là. Ouais. Ça ralentit, puis souvent, c'est parce qu'il fait chaud puis c'est sec, puis les graminées aiment moins ça. Fait que avoir une parcelle de plus dans ce moment-là, je pense que ça nous donnerait comme un lousse puis du choix. À date, ce qu'on voit, c'est surtout qu'on doit laisser les animaux plus longtemps parce qu'on veut avoir un petit peu plus de... baisser la biomasse puis pas avoir de gaspillage. Fait que, tu sais, ça va quand même bien. Mais refaire le plan, c'est ça. Mais l'allée centrale, pour nous, ça a été vraiment un gagnant. Puis ça, tous les gens qui viennent nous visiter pour... J'en ai entendu parler. C'est drôle, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Ouais, tout le monde qui est venu nous visiter pour voir avec un pâturage intensif, là, je leur ai tout dit, l'allée centrale avec une abreuvoir, là, gang, c'est un go parce que ça prend ça, là. T'avais la chance d'avoir comme un beau champ carré, là, qui permettait une belle année centrale. Puis je me souviens qu'on en avait parlé ensemble où est-ce que, tu sais, moi je trouve les soleils, là, comme la plupart des gens vont faire avec un point d'eau central, ben là, ça te fait, tu sais, comme la pointe du soleil est toute comme surpâturée, comme humide, pilotée, puis tout ça. Tandis que de la façon que tu l'as séparé avec ton allée centrale, ben oui, l'allée, elle peut être maganée, mais le pâturage comme tel, il reste intact, puis ça te protège beaucoup de ça avec la flexibilité de un système rotatif, qui tourne autour d'un point d'eau central. Exact. Puis tu sais, nous, c'était aussi le point qu'on garde les animaux là l'hiver. Fait qu'il fallait une abreuvoir chauffée, là, avoir une abreuvoir chauffée qui se déménage. C'était pas une moins cool. Moins cool. Puis là, notre abreuvoir est sur une dalle de béton. Les animaux sont jamais dans la boîte quand ils vont boire. C'est quand même incroyable. Là. On a bien... Genre ça, c'est notre plus gros coup de pouce que tu nous as donné, je pense. Parce écoute, que ça je vais le prendre. Comme ça. Je vais le prendre. Des fois, ça m'arrive. Est-ce que... Tu sais, comme là, c'est encore nouveau, Rustic Bison, mais c'est quoi que tu as en ce moment comme outil pour calculer tes rendements? Calcules-tu tes rendements? Est où ta limite en ce moment à ce niveau-là? Pour le moment, en ce moment, je prends surtout des notes de genre, OK, j'ai passé combien de jours dans telle parcelle à telle date. Comment le foin, même chose l'hiver, là, genre je donne combien de foin pendant mon hiver, qu'est-ce que les animaux mangent. Mon rendement, c'est ma croissance de mes veaux. La personne de qui on a acheté notre troupeau de départ nous a dit, ton but, c'est d'avoir des veaux à 400 livres à l'automne. Puis à date, tous nos mâles ont atteint notre 400 livres. Les femelles l'ont pas fait, c'est normal. Là. C'est vraiment les mâles qu'on veut avoir de en haut de 400 livres. Puis on varie entre 400 à presque 500 livres. Wow! Fait que pour moi, là, mon rendement de plante fourragère pendant l'été, si mes veaux ont atteint le poids minimum... Crochet! On l'a fait. Fait que... Puis mettons, une femelle adulte puis un mâle adulte, ça pèse comment? Les femelles, ils font environ, on a de 700 à 900 livres. Notre plus grosse fait 950 livres. Puis nos mâles, on va abattre autour de 1000 à 1150 livres. Fait que on a un peu de variation parce qu'on abat pendant toute l'année. Ouais. On abat les plus gros en premier, puis on s'en va vers les plus petits. Puis notre mâle reproducteur, là, en ce moment, il doit faire à peu près 1700 à 1800 livres. Puis il n'est pas encore à maturité, parce qu'il a juste 4 ans. Fait qu'il va atteindre sa maturité là, entre 7 et 8 ans à peu près. Wow! Il devrait toucher son 2200 livres parce que c'est un gros papa. Un gros papa? Ouais. Un gros buck. Ouais. Puis pour 2025, on améliore quoi chez Rustic Bison? Bonne question. Par où qu'on commence? Tu sais, quand on commence, c'est comme... souvent, il y a beaucoup de changements à faire, là. Là, ce qu'on travaille surtout, c'est notre système de contention. Parce que manipuler les animaux, c'est vraiment des animaux qui sont sauvages, c'est des animaux qui sont difficiles à manipuler, c'est des animaux qui sont dangereux pour nous à manipuler. Puis on veut pas les blesser non plus. Fait que tout mis ensemble, c'est vraiment les animaux. On a fait vraiment des grosses modifications déjà cette année. Il nous en reste d'autres à faire parce que le système est pas parfait. Puis on a acheté un système qu'on a comme tout remonté nous-mêmes. Fait que c'est un peu du maison. On a visité beaucoup de systèmes dans l'Ouest de manipulation, mais tu sais, eux autres sont à l'échelle de 1000 bisons. Fait que tu sais, nous, on en a 30. Fait que c'est ça qu'on a comme rapetissé. Fait qu'il y a comme des affaires que, on n'a pas trop pensé à ça puis qu'on doit modifier. Trop rapetissé. À part notre système de contention, au niveau du pâturage, ça va vraiment bien. On a eu 2 bonnes années. Est-ce qu'on va avoir d'autres choses à faire? Peut-être éventuellement. Mais pour le moment, ça va super bien. L'année passée, on a quand même beaucoup fertilisé, puis j'ai fait des essais de fertilisation un peu malgré moi, parce que il me restait de l'engrais dans le buggy, puis j'ai repassé 2 fois dans le même champ, puis ça l'a pas eu, ma foi. Fait que, ça, il y a tout le temps... Tout le monde devrait tout le temps faire ça, faire comme « Ah, il en reste un petit peu, on va repasser ce qu'on a... » tu sais. Puis moi, je trouve le meilleur exemple, là, c'est les démarreurs à maïs. « Ah, il te reste un peu de démarreur à maïs? Hey, va le mettre dans ton champ de foin, voir. » Puis ça montre quand même « Oh, OK, on est capable d'aller en chercher ça, plus, c'est le potentiel de si j'avais mis du phosphore puis du potassium, puis ça, c'est le potentiel si j'avais crinqué à la dose un petit peu plus. » Je dis pas que tout le temps, ça vaut tout le temps la peine de le faire. Sauf que c'est un beau test là, de voir que j'ai-tu été trop cheap. Là. Exactement.
Puis c'est vraiment au niveau, je pense, de l'azote, puis que là, nous, on scinde en plus, puis on met de l'azote protégé parce qu'on veut passer pas trop souvent parce qu'on a quand même des emplois à temps plein. Mais il y a quelque chose là parce que moi, c'est pas le foin que je ramasse, c'est les animaux en poids. Ouais. Et si je suis capable d'avoir plus d'animaux, ben c'est bien plus payant pour moi. Ben oui. Le rendement est en animaux vivants et en gain de poids, fait que si je suis capable d'avoir plus de volume, ben il y a quelque chose d'intéressant. Puis mettons, là, dans les 2 dernières, ben même 3, 4, 5 dernières années, parce que c'est un processus de bien plus que les 2 dernières années, évidemment, là. Y a-tu des décisions que tu as prises, des erreurs que tu as faites ou des bad luck qui sont arrivées que tu aimerais faire partager ou puis ça, tu sais, comme tu souhaiterais pas ça à ton pire ennemi, mais tu aimerais ça que les gens ils fassent pas les mêmes erreurs que toi à ce niveau-là, mettons? J'ai pas tant eu de bad luck, c'est ça. Ça a bien été. Ça a vraiment bien été. On touche du bois, là. Il n'y a pas trop de bois ici. J'espère que ta tête dure. Non, mais tu sais, je conseillerais surtout aux gens de se fier à leur intuition. Ouais. Parce qu'on a quand même une intuition forte, et moi et mon conjoint, fait que genre, on s'écoute, puis des fois, on est genre là, ça a l'air weird, là, mais je ferais ça de même. Puis genre, c'est pas arrivé ben qu'on s'est trompé, là. Ouais. Fait que, si c'est suivre notre intuition, là, des fois, là, on a un bon feeling, mais c'est de l'écouter, même si les autres sont pas d'accord, puis que ça avait pas de sens, ben des fois, c'est ça, faut l'essayer. Okay. Comment vous gérez ça? Okay, parce que ton chum, il est pas comme il est pas propriétaire de la ferme, mais il a beaucoup de connaissances, puis c'est un ultra bon technicien avec les... Oui. C'est un mécanicien agile. Exact, le taponneux. Tu sais, je veux pas dire taponneux, tu sais, comme patenteux, taponneux, fait que technicien de patente. C'est comme plus cute comme mot. Ça rend plus honneur à ses capacités. Ouais. Puis qu'il a vu des affaires, tu sais, puis qu'il a travaillé de ses mains. Puis là, tu sais, Anouk, l'agronome, qui vient de, tu sais, comme plus de la ville, pas 100%, mais quand même. Puis que là, tu sais, moi, je ferais ça de même, mais la théorie dit ça. Puis là, ben, tu sais, comme... Puis là, lui, il est comme, je veux bien t'aider, mais en même temps, personne fait ça de même. Tu sais, comme, ça doit être quand même tough à dealer. En tout cas, moi, je le sais, je le ferais pas avec mon chum, mais bon. Je vous dirais que c'est pas sans accrochage, cette affaire-là. Mais comme je dis souvent, moi, je suis le cerveau, puis lui, il est les mains. Ça veut pas dire qu'il y a pas de cerveau, puis ça veut pas dire que j'ai pas de mains. Mais souvent, j'ai les idées, puis j'ai comme le fondement, puis après ça, lui, il a comme le technique. Puis mis ensemble, honnêtement, ça fait une équipe qui est quand même sacoche. Ça l'accroche des fois, là, c'est sûr, parce que, tu sais, les poteaux de coin, là. Tu sais, là, tout le monde, les agriculteurs, mettent ça en descendant par en bas, puis tout, là. Puis moi, j'ai genre vraiment une tête de cochon. Puis là, j'ai dit non, on va faire des haches. Marie-Pierre a dit qu'il faut faire des haches, on va faire des haches. Fait que là, on a écouté, je sais pas combien d'heures de vidéos sur YouTube pour comprendre, justifier pourquoi le H... on ferait un H au lieu d'un N, ouais. Pour que je sois capable de le convaincre en lui expliquant pourquoi on faisait un H au lieu de faire un V par en bas, en tout cas. Fait que, on a fini par faire des haches, gang. T'as réussi à convaincre les mains de faire ce que le cerveau voulait dire. Le N, il peut être correct si la barre en diagonale, là, elle est super longue, mais c'est pas la manière à privilégier. Les gens, ils vont souvent faire ça quand le roc est bien proche puis qu'on peut pas planter puis qu'il est creux. Fait que là, t'as comme pas le choix, mais faut que tu t'assures que la partie horizontale est tellement longue qu'elle fera pas un pivot. Parce que si elle est trop courte, là, ça fait comme un effet pivot, puis le piquet, il sort tout de suite de la terre. Ce qui fait qu'on a tout le temps des clôtures tout croche. C'est ça. Mais c'est ça, je disais à mon chum, là, tu sais, si on calcule les forces, là, ça marche pas. Il y a une flèche qui monte par en haut, là, puis ton piquet, tu veux qu'il reste dans la terre. En tout cas, on a eu des bonnes discussions. Là. Et quand tu sors ta physique de cégep. J'ai de cégep parce que je n'ai pas refait d'autres après. Là. Non, c'est ça. Mais j'allais dire de secondaire, puis j'étais comme, non, on n'a pas parlé de force au secondaire. Fait que ça va quand même loin d'un... La prochaine fois que quelqu'un me dit la physique, ça sert à rien, je vais pouvoir dire non, ça sert à dessiner si tu fais un coin en hache ou pas. C'est bon à savoir, ça. C'est quoi que tu penses dans... Tu sais, comme tu travailles aussi dans les plantes fourragères, tu es conseillère sur des fermes laitières, des fermes bovines, des grandes cultures aussi, là, mais en lien avec les plantes fourragères de toutes sortes, là, c'est quoi les enjeux en ce moment sur lesquels il faut absolument travailler? Mais je vous dirais provincialement et peut-être régionalement aussi, là, moi, je pense que le plus gros enjeu qu'on va avoir, c'est vraiment les changements climatiques. Puis je pense que, genre, nos plantes, ça va changer à un rythme qui est plus rapide que qu'est-ce que la recherche fait en ce moment au niveau des variétés, au niveau des types de plantes fourragères, puis au niveau de la capacité d'adaptation de ces plantes-là. Puis ça, je te dirais, c'est la plus grosse chose que je vois s'en venir, parce que si on a back-à-back 5 années de sécheresse, là, ça va sûrement être tough pour les gens qui font des productions animales dans le coin. Puis ça, c'est mon plus gros enjeu vraiment pour et notre région et le Québec au complet. Qu'est-ce que tu penses qui devrait être fait?
Ben, c'est au niveau de l'argent injecté en recherche. Ouais. Parce que là, c'est beaucoup supporté par le fédéral qui a beaucoup coupé en recherche. Ouais. Les recherches en plantes fourragères, il y en a de moins en moins. Des chercheurs en plantes fourragères. Tu sais, mettons, Agriculture Canada, ils en ont engagé dernièrement, mais il y en a plusieurs qui vont partir à la retraite et très éventuellement. Là. Fait que c'est à continuer. C'est un effort en continu. Là. Il faut qu'on continue dans ce sens-là et plus. Là. Mais c'est qu'on en a perdu beaucoup depuis 20 ans. Ah oui, vraiment. C'est ça. Fait que, tu sais, là, on a tout... C'est bien beau qu'ils en réengagent pour remplacer, mais genre, tout ce qu'on a perdu depuis 20 ans, c'est énorme. Ouais. Fait que là, tu sais, on a vraiment un enjeu là-dessus qui doit être adressé. Puis, tu sais, c'est juste parce que ça va prendre et de l'intérêt au niveau de la recherche et des sous injectés par les gouvernements, et fédéral et provincial. Mais, tu sais, puis s'il y a des sous, il va y avoir quelqu'un qui va être intéressé d'aller faire de la recherche dans ce domaine-là. Oui, exact. Puis, tu sais, moi, je pense qu'il y a un aspect, les plantes fourragères, bon, c'est automatiquement pour nourrir les animaux. Puis les gouvernements en général, là, ils ont quand même de la misère à mettre des sous dans cette direction-là parce qu'il y a quand même une pression du public. Bon, OK, les animaux, ça pollue, la production animale, ça pollue. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quand même comme les avantages écosystémiques des plantes fourragères, ils doivent être défendus sans arrêt parce qu'il faut qu'on continue à développer ça. Puis ça serait une catastrophe naturelle épouvantable si l'ensemble du Canada arrêtait de faire du foin. Là. Ben oui, puis pas juste ça. Puis c'est drôle que tu le dises parce que c'est un peu... je me suis vraiment beaucoup challengée dans mon plan d'affaires parce que je démarrais en production animale. Un nouveau projet, dans quelque chose de nouveau. Puis là, tu sais, dans ces temps-ci, ben, tu sais, les gens vont se mettre à manger moins de viande. J'étais là, ouais, mais non. Ouais, mais non, parce que comme c'est là les sols au Québec, ils sont pas tous capables de produire des grains pour nourrir les gens. Non. Tu sais, puis c'est pas tous les grains, même quand on veut faire du grain pour l'alimentation humaine, c'est pas tous les grains qu'on est capable qui sont d'assez bonne qualité pour passer en alimentation humaine. Fait que là, on a un problème. C'est-à-dire qu'on a une grande quantité de terre qu'on n'est pas capable de rien faire pousser dessus. Fait que là, on va juste boiser ça, puis c'est fini, puis on peut plus manger. Puis on achète tout de l'extérieur en termes de sécurité alimentaire. C'est ordinaire. C'est très ordinaire. Puis tu sais, c'est une grande superficie quand même, surtout au Québec. Puis après ça, c'est que la population n'arrête pas de grandir, fait qu'on n'a pas le choix de faire de plus en plus d'aliments. Ça va pas comme dans la même direction. Puis là, les terres, tu sais, ces terres-là, à place, pourquoi on les valorise pas en faisant des plantes fourragères qui sont full bonnes pour la diversité, qui sont bonnes pour les sols, qui sont bonnes pour capter du carbone. Puis ces fourrages-là, ben à ce que je sache, l'humain n'est pas encore capable de les manger. Le jour où est-ce qu'on va être capable de les digérer efficacement, ben je dis pas, mais pour le moment, la seule façon de valoriser puis de faire des nutriments pour l'humain, ben, c'est de le donner à des animaux qui le transforment pour nous. Fait que moi, je crois pas que la production animale est vouée à partir, surtout pas les ruminants. C'est ça. Il va juste falloir revoir un peu les priorités puis qu'est-ce qui est distribué en information au public parce que c'est de la grosse méconnaissance. Oui, vraiment. Puis tu sais, c'est vrai là, que les gros parcs à bœuf, comme au Chili, ça se peut là, que c'est un petit peu intense puis que c'est pas tout à fait ça qu'on veut comme consommateur. Mais de la façon que c'est fait ici, puis si on achète les choses d'ici, ça peut être vraiment différent. Là. Je pense que c'est comme des arguments durs à défendre. Personne n'est super équipé pour s'en aller au combat avec pas beaucoup d'outils pour argumenter. T'sais, c'est bien plus dur de défaire un argument qu'en baser un sur quelque chose de shaky. Là, mais c'est ça, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Mais il va falloir qu'on le fasse, là, définitivement. Là. Oui. Mais est-ce que dans le futur, on va manger toujours de la viande 7 fois par jour? 7 jours par semaine, je veux dire. 7 fois par jour, c'est intense. 7 fois par jour, j'ai une alimentation très carnée. Non? Oui, c'est ça. Non, mais on mangera peut-être pas aussi fréquemment de la viande, mais je pense pas que c'est apte à disparaître de notre alimentation au complet. Non, ça va je pense pas. même. C'est comme en termes de recyclage des nutriments, puis c'est ça, il y a du beau travail qui peut être fait par les ruminants, là, définitivement. Là. Ouais. Qu'est-ce qui aurait pu aider Rustic Bison à démarrer plus rapidement ou à accélérer tout le processus pour te rendre où tu es aujourd'hui? D'avoir trouvé une terre. L'accessibilité à la terre, oui, ça a été vraiment tough. L'accessibilité à la terre, ça a été vraiment un enjeu. Tu sais, j'en ai eu, je te ferai pas de cachette, là, j'en ai eu là, les offres de terre, mais c'était souvent en location, c'était souvent des gens qui pouvaient pas me promettre que j'allais avoir un bail notarié de 10 ans. Puis après ça, c'était pas des gens qui voulaient me promettre un prix de revente dans 10 ans après la fin de ma location. Puis là, ça, c'est un enjeu parce que je m'en vais mettre des milliers de dollars en clôture. Ça marche juste pas. Non, exact. C'est comme pas logique. Fait que, moi, il fallait un bail qui était soit renouvelable indéfiniment. Ça a été tough de trouver une terre pour être capable de faire le projet. C'était quoi tes critères, admettons?
Je voulais tout d'un bloc d'un côté de chemin, parce que c'est des animaux qu'on peut pas traverser. Tu peux pas traverser du chemin, là, ben oui. Fait que, c'est ça. On n'avait pas tant de critères. La grosseur, ben idéalement, on cherchait, mettons, un sans-arc. Ça, c'est dans le cas de ce qu'on allait acheter. Fait que c'est sans-arc d'un bloc d'un côté de chemin. Puis dans un délai raisonnable de Quaticook, parce que mon conjoint a des enfants. Fait qu'il faut aller les porter à l'école ben à oui, Quaticook. rester proche, là, Ouais, c'est ça. Tu voulais pas aller en Abitibi nécessairement pour... Non, exact. Oui, c'est ça. Oui, parce que j'en ai eu beaucoup d'offres là, au Bas-Saint-Laurent, que les prix de terre sont vraiment très abordables. Oui. Mais... Ben, c'est un gros choix familial quand tu as une famille reconstituée. Là, ça inclut plus qu'une famille, finalement. Là. Exact. Ben oui, ben oui. C'est qui... c'est qui ton réseau, Anouk? C'est qui tes ressources? C'est où est-ce que tu prends tes mentors, tes producteurs, tu sais, comme... Je parle souvent, là, tu sais, les producteurs ensemble, faire du co-développement. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup le concept des cohortes parce que là, j'aime beaucoup voir des producteurs se coacher ensemble puis répondre à chacun leurs problématiques parce que un producteur te dit quelque chose à un autre producteur, ça rentre dans l'oreille puis il enregistre vraiment beaucoup. Puis 20 agronomes qui disent la même affaire. Puis là, il y a comme... Ça enregistre pas pantoute, puis c'est full normal. Parce que moi, je lis de la théorie, toi aussi, là, tu sais. Mais finalement, de l'appliquer, c'est une autre chose. Anouk, c'est qui tes collègues producteurs que tu peux, à qui tu peux te référer? Comment tu t'entoures, là? On a été vraiment chanceux parce qu'en 2022, on est allé à la Convention canadienne du bison qui a eu lieu en Saskatchewan. Puis on est allé visiter tant qu'à être dans l'Ouest. On a visité beaucoup de producteurs là-bas. Fait que on s'est fait donner comme plein de noms de gens qui avaient des troupeaux. Il y a des gens qu'on a visités qui avaient, mettons, Ivan Smith qui avait genre un système de contention, puis il l'appelle de Bison Whisperer parce qu'il manipule les bisons vraiment d'une façon qui a fait changer le monde du bison. Le chuchoteur de bison. Traduction... traduction libre. Puis dans le fond, c'est ça. Des gens comme ça, ben ça nous permettait d'avoir, tu sais, puis on l'a rappelé, ce monsieur-là, par après, pour dire « Hey, on a pensé à faire ça dans le système, tu sais, tu penses quoi si on fait ça à la place? » Puis d'avoir son input. Fait qu'il y a des gens comme ça qu'on a rencontrés là-bas, qu'on a été capable d'avoir. Puis notre plus grande rencontre, je dirais, c'est les gens de Bison du Nord, de qui on a finalement acheté nos bisons pour démarrer notre troupeau. Ça devait, idéalement, on aurait voulu acheter dans l'Ouest parce que la génétique est vraiment meilleure dans l'Ouest que ce qu'on a ici dans l'Est. Okay. Puis le transport était juste trop cher, là, ça avait juste ni queue ni tête. Fait qu'on a décidé d'aller un petit peu plus proche. Si 12 heures, c'est proche. Là. Ils sont proches de Témiscamingue, mais du côté Ontario. OK. Puis dans le fond, ces gens-là, on se parle très, très souvent. Là. Fait que c'est le père, le fils avec qui je parle. Fait que quand j'ai des questions sur le bison, quand on parle de pâturage, on s'échange des prix, on parle de comment ça va dans les abattages d'un côté puis de l'autre. Puis après ça, j'ai aussi toute l'Union québécoise du bison, qui est l'association, on est 13. Oui, c'est ça, j'allais dire, j'ai combien? 8? Non, 13, c'est bon quand même, c'est plus ce que je pensais. Il y a 13 membres, mais ce ne sont pas tous des producteurs avec des bisons. Fait que, tu sais, mettons, vraiment producteurs, il y en a 4-5. OK, quand même. Il y en a une couple que je suis capable d'appeler puis de jaser. Fait que, ben oui. Il y a quand même on a quand même un réseau, puis on est quand même assez proche pour être capable de s'échanger de l'information. Pas tout avec la même ouverture, mais c'est correct comme ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est touché parce que, tu sais, vous... mettons, ça peut rentrer dans les mêmes marches. Tu pourrais rentrer en compétition avec eux. Fait que, tu sais, sauf qu'en même temps, plus qu'il y a de gens qui connaissent la viande de bison, mieux que c'est. Mais, tu sais, je peux comprendre la fermeture des gens, mais mon Dieu, que je leur souhaite, puis je vous le souhaite qu'il n'y en ait pas, là. Oui. Bien, pour vrai, en ce moment, il n'y a pas vraiment de compétition parce que la demande est tellement forte que tout le monde... Tu fournis pas la quantité qui nous est demandée. Fait que s'il y en aurait d'autres, moi, dans la région, je serais très heureuse de les aider. Puis s'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui fait leur mise en marché, je me porte volontaire. Ben oui, c'est clair. Fait que, je l'ai déjà dit à des gens à la job qui avaient pas toi, là, je vais tout vendre ta viande, pas de trouble. Oui, c'est ça. On a assez de demandes pour ça. Fait que ça, c'est le beau côté. Il y a comme cool. pas de compétition, fait qu'on peut s'échanger de l'information, puis c'est pas grave. Ouais. Ça me fait penser un peu comme, tu sais, les gars de lait bio, là, ils sont comme 100, là, 110, je pense. Tu sais, ils se connaissent tous très, très bien, puis tout le monde est full impliqué pour, tu sais, ce marché-là, puis s'aider, puis que le marché aille bien, puis que plus qu'il y a de gens qui consomment du lait bio, chacun d'entre eux est comme avantagé, veut pas, même lui qui fait des fromages, puis lui qui le vend direct à la fédération, puis c'est pas grave, tu sais. Mais c'est beau des plus petits secteurs comme ça, de voir comme l'entraide est vraiment fois 1000, ce qu'on voit dans les grosses productions. Oui. Puis tu sais, il y a aussi des gens...
avec qui j'ai parlé de pâturage, qui sont des gars dans la production bovine, ou même dans la production laitière, j'ai parlé déjà de mon système de contention, puis ils m'ont dit « Ouais, mais pourquoi tu fais pas ça? » Je fais genre « Ah! » non, ça va pas. Des fois que genre, tu sais, il y a un manipulé, tu sais, une vache puis un bison, ça réagit pas tout à fait pareil parce qu'il y en a un plus sauvage que l'autre, mais genre, le fondement est quand même pareil. C'est un animal qu'on manipule, c'est un bovin, tu sais. Ça reste que tu veux l'envoyer à une certaine place, puis ouais. Exact. Okay. C'est cool. Puis, fait que là, ça se passe bien. Tu disais toute ta mise en marché. Est-ce que ça te demande plus d'efforts ou moins d'efforts que tu pensais? Ouais. Hein? La mise en marché, c'est quand même pas une mince tâche. Moi, je dis tout le temps que c'est une job à part. Là, si les gens me demandent, là, t'élèves des bisons? Non, je vends du bison. Oui, c'est ça. Ça prend bien plus de temps que ça. Là. Prendre soin des animaux, tu sais, l'été, notre pâturage est tellement bien... Le concept est tellement bien, c'est tellement facile qu'aux 3 jours, ça me prend 5 minutes, je vais vérifier ma bolle à l'eau, j'ouvre une clôture, je ferme l'autre, c'est fini. Ça prend 15 minutes aux 3 jours. Tu prends des photos, je check mes bisons, mais tu sais, les photos, encore là, mes vidéos puis tout, ça va dans ma mise en marché parce que c'est mes réseaux sociaux que je veux favoriser. Mais tu sais, je veux dire, ça me prend 15 minutes à aller faire ma tournée. Aux 3 jours, c'est fini. Fait que tu sais, l'été, easy peasy, là, je mets de l'engrais 2 fois dans l'année, c'est tout. Là. Fait que c'est vraiment ça, l'été. Puis là, après ça, la mise en marché, ben, je rouvre la boutique une fois sur 2, j'ai des commandes à préparer, il faut que je fasse mes réseaux sociaux, faire les listes de prix, checker, faire mon benchmarking, l'emballage, porter à l'abattoir, aller chercher à la boucherie, fait que tout ça, là... Les points de dépôt à l'extérieur, puis tout ça. Ouais, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Oui, c'est clair. Wow! Puis, non, j'avais une question, j'ai oublié. Ah oui, moi, je vais acheter de la viande de Rustic Bison, c'est quoi mes options? Ouais. Ben dans le fond, on a 2 façons. On a la boutique qui est ouverte une fin de semaine sur 2. Fait que si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la technologie, vous venez nous voir en vrai. Là. En vrai de vrai. Fait que c'est un samedi sur 2 de 10 à 16 heures. Mon horaire est sur Facebook, il est aussi sur Google. Fait que vous êtes capable de la trouver. Je viens de la mettre à jour jusqu'au printemps. Puis, dans le fond, vous pouvez vous déplacer, vous allez voir ce qu'on a en stock. Puis, pour ceux qui sont plus technologiques puis que ça leur adonne pas le samedi, on a un site web. Fait que vous pouvez aller acheter en ligne qu'est-ce que vous voulez. Je vous prépare votre commande. Quand la commande est prête, là, ça prend à peu près 24 à 48 heures. Vous recevez un code par courriel, puis le code vous permet d'accéder à la boutique, aller chercher votre sac avec votre nom, qui est préparé pour vous. Wow. On a fait c'est un semi-libre-service. Il n'y a pas de nom encore, il va falloir que j'en invente un. Oui, mais c'est un semi-libre-service. Ouais. Libre-service, si ça te tente. Un libre-service planifié. Oui, c'est bon. Parce qu'il faut que tu ailles acheter avant. Tu peux pas juste arriver puis ramasser ce que tu veux, payer par Quand c'est fermé, là, oui, c'est ça. Il faut vraiment que tu ailles acheter en ligne avant, puis après ça, tu viens ramasser ta commande la nuit, le jour, quand ça te tente. Là, ça marche en tout temps, le système. C'est quoi la pièce vedette? Est-ce que tu as c'est quoi ton meilleur vendeur? Le meilleur vendeur, c'est notre jerky. Définitivement, le jerky qui est fait par la boucherie Face de Bœuf. C'est comme sucré épicé au poivre. Oh my God, c'est très bon. Ça, c'est notre plus gros vendeur. Puis sinon, dans les pièces, mettons, là, ce que j'ai beaucoup recommandé parce que ça a été mon coup de cœur, c'est le steak Denver, qui a un muscle de l'épaule qui est peu utilisé. Puis c'est vraiment une pièce qui est tendre. Puis qui est goûteuse. Fait que, tu sais, moi, souvent, genre, le rapport qualité-prix est vraiment bon aussi. Fait que, genre, je l'ai recommandé à beaucoup de gens pour essayer le bison. Il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de tirasse. Tu sais, c'est vraiment Vraiment, moi, ça a été un coup de cœur, cette pièce-là. Je ne connaissais pas ça. Je remercie mon boucher de me l'avoir fait découvrir. Oui, c'est clair. Tu as une bonne relation avec ton boucher parce que ça, je trouve, pour le marché direct, là, c'est tellement important. Là. Oui, ça va vraiment bien. Avec la boucherie, je fais affaire directement avec Sylvie. Fait que ça va super bien. À ce niveau-là, on a eu elle m'a donné un bon coup de main aussi parce que je suis pas une bouchère moi-même. Fait que je connais pas parfaitement les pièces de viande puis tout. Puis, 2 métiers, c'est assez, Anouk, là, c'est correct. Fait que de m'aider, mais tu sais, j'ai pas le choix par la bande de finir par les apprendre. Mais elle m'a aiguillée, tu sais, le Denver, le Delmonico, c'est elle qui m'a orientée vers ces pièces-là. Je connaissais pas ça, là. Ben ouais. C'est cool. C'est vraiment chouette. T'as-tu quelque chose que t'aimerais ajouter, preacher pour pour les plantes fourragères? Puis... Ben, pour vrai, à tout le public et producteur ou non, vraiment, trouvez-vous quelqu'un qui nourrit ses animaux à l'herbe dans votre coin, puis encouragez-les. Que ce soit du bison, du bœuf, whatever, quelle espèce. Mais faites-les, c'est un bon petit coup de pouce. C'est bon pour l'environnement en plus. Là. Tout ce qui est nourri à l'herbe, moi, je vous recommande. Tout le monde devrait faire ce changement-là, et pour leur santé, et pour l'environnement. Toutes les raisons sont là. Je t'avais pas préparé avant, mais t'as-tu soit une personne ou un type de personne que toi, t'aimerais entendre au Foin Finot? Au bateau. C'est qui que j'invite après? Là, j'ai la saison 3, mettons. Là. Dans la saison 3? Ça peut être un type de personne, c'est pas obligé d'identifier quelqu'un, là, mais...
Ben moi, j'aimerais entendre quelqu'un qui fait du pâturage dans les vaches laitières. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est comme démodé, là, ça a vraiment été mis out, mais je trouve qu'il y a quelque chose de bon encore à ça, Ouais. que ça vaudrait la peine d'entendre parler. Parce que dans les doutes qu'ils doivent bien le faire, puis que ça doit marcher. Mm-hmm. Je pense que souvent, on s'enligne beaucoup vers des producteurs de lait bio parce qu'ils sont comme obligés. Puis il y a l'aspect obligé que moi, je veux pas entendre, là, mais, j'aimerais ça quelqu'un qui le fait pas à cause que c'est obligé. Là, ouais. C'est un bon point. Ouais. On a quand même quelques-uns en Estrie. Je trouve qu'on est chanceux de pouvoir se promener dans les rangs puis de voir des vaches dehors. Puis c'est ça. D'avoir ce contact-là. Là, parce que blé d'Inde de maïs, là, oh, ça fait pas un si beau paysage que ça. Non, c'est ça. Donc là, vache, mouton, vache, bison, c'est cool. Très cool, effectivement. Merci Anouk de ton temps. Ça fait plaisir. Écoute, t'es bienvenue quand tu veux, puis j'aime bien ça travailler avec toi, tu sais, fait que ça m'a fait bien plaisir de faire ce balado-là avec vous. Bye là! Bye! Vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 des Foins Finaux, un projet qui a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert. Merci d'avoir été à l'écoute.